Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Pour nous, c'est une évidence, on travaille avec le vivant, le naturel. On se lève pas très tôt pour des boulangers, dans le sens où on se lève à 4h du matin. On fait pas ça pour l'argent, déjà, parce que si on voulait faire de l'argent, on n'aurait pas choisi ce métier, travailler un maximum avec les acteurs locaux. Ni l'un ni l'autre. On fait pas de chocolatine, on fait pas de pain au chocolat, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elaine et Paul, un couple de boulangers qui s'est installé fin 2022 sur la région bordelaise. Ils sont les deux fondateurs d'un concept fort et à contre-courant des boulangeries conventionnelles, Padoka. Padoka, c'est une boulangerie qui ne travaille qu'avec des produits bio et est organisée autour d'une philosophie et de parti pris. Vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'Elaine et Paul ont fait ces choix, qui au bout du compte leur demandent beaucoup plus de travail, mais qui leur permet aussi d'offrir à leurs clients des produits avec de vrais bienfaits santé. C'est parti! Bonjour Elaine et bonjour Paul. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir tous les deux chez Padoka, c'est gentil. Vous êtes boulangers tous les deux et installés depuis quelques mois ici à Aizine. Et votre boulangerie, elle est assez unique sur la région de Bordeaux. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous rencontrer, d'avoir un moment d'échange. Assez unique pour plusieurs raisons, je veux dire, d'un point de vue tant des produits en fait, que vous travaillez que de la méthode de travail. Et pour découvrir Padoka, donc je vous propose qu'on démarre d'abord avec votre histoire personnelle, car c'est très lié en fait, avec le projet que vous portez aujourd'hui. Puis dans un second temps, on se parle de tout ce qui fait l'originalité de Padoka. Donc on va parler de levain, on va parler de moulin, de sel de mine, de gluten et de votre approche qui est assez singulière en fait sur tous ces sujets. Et enfin, dans une troisième partie, on passera derrière le four à bois avec quelques histoires et anecdotes sur la réalité du métier de boulanger. Et j'ai envie de démarrer cet entretien avec votre rencontre à tous les deux. Donc quand est-ce que se fait cette rencontre et dans quel contexte ? Alors d'abord, merci à toi aussi Hugo d'être venu nous voir et pour pouvoir partager ce moment. Avec plaisir. Donc notre rencontre, il va falloir s'éloigner un petit peu d'ici. Ça a été de l'autre côté de la Terre, en Australie. Ça a été en fin d'année 2014, lorsque moi j'ai pris mes valises pour un an là-bas pour aller voir d'autres paysages et travailler aussi là-bas, apprendre de nouvelles choses. C'était pour être boulanger déjà ? Oui, c'est ça. J'étais déjà boulanger et je voulais travailler un petit peu à l'étranger, connaître autre chose que la méthode française, voir ce qui se faisait ailleurs. Et il s'est trouvé avec chance, maintenant je réalise que j'ai trouvé une super collègue qui est devenue ma femme. Donc voilà, on s'est rencontrés là-bas, on a travaillé ensemble, on s'est bien entendus. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on est tous les deux ici à Aizine. Ah, super. Et Elaine, qu'est-ce que tu faisais en 2014 toi en Australie ? Moi, je suis arrivée en Australie en 2008 et j'ai décidé de changer un peu mon parcours. Avant, j'ai travaillé dans la communication et j'ai décidé de travailler avec mes mains, arrêter de travailler avec les mots et des illusions et travailler un peu plus avec le concret. Donc, je suis allée en Australie en 2008 et en 2014, j'ai travaillé dans une boulangerie vraiment top, super là-bas, qui déjà travaillait avec de blés anciens et 100% au levain. Cette époque, quand Paul est arrivé à la boulangerie. À la boulangerie en Australie, moi, j'étais déjà chef boulangère à la boulangerie. Quand je suis arrivée dans cette boulangerie, j'étais apprentie parce que j'ai démarré dans la boulangerie, mais en 2014, j'étais déjà chef boulangère et en fait, c'était moi qui avais sélectionné Paul pour commencer à travailler. Mais on n'avait rien du tout d'idée derrière. Ça est venu vraiment quelques mois plus tard. Il n'y avait rien du tout au début. Quelques années plus tard bon, ça a bien évolué, la rencontre entre les deux. Maintenant, après, ça fait déjà quelques bonnes années, là. Déjà, on est ensemble, ça fait 7 ans, 8 ans. Donc, ça fait un bon moment.
Là, on avait deux plans, à peu près les mêmes plans dans notre tête, donc c'était bien. On a groupé les deux plans différents d'ouverture de boulangerie. Ouais, chacun avait un plan différent d'ouverture de boulangerie. Moi, c'était pas ici en France, c'était en Australie. Lui, c'était ici en France, mais c'était pas du tout ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a collecté un peu tous les deux univers et on a ouvert ces univers uniques. Padoka. Et voilà. Trop bien. Et Padoka, la signification, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je pense que c'est plus facile pour moi de répondre parce que Padoka, ça veut dire boulange dans ma ville, à São Paulo. Donc moi, Sao Paulo, comme disent les Français. Moi, je suis brésilienne d'origine. Donc dans ma ville, quand on va à la boulangerie, on dit on va à la Padoka. En portugais, on dit à Padoca. Et Paul, quand il était là-bas, quand on a passé un moment de vacances ensemble là-bas, il a entendu nous dire on va y aller à la Padoca acheter du pain. Et il a trouvé intéressant. Et on voulait un peu partir de un peu les clichés de nom de boulangerie. Chez Paul et Laini. Ouais, chez Paul et Laini, maison Paul et Laini, ou les fournils des usines. Donc, on voulait faire quelque chose de différent. Et voilà, donc Padoka, c'était sonore, ça donnait... C'est un beau clin d'œil à tes origines, en plus. Il y a ça. Il y a aussi ce petit côté un peu... ça réveille l'envie des gens de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, les gens viennent et... Mais c'est quoi Padoka? Donc, ça suscite aussi la curiosité. Ouais, la curiosité des gens, c'est ça. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Bordeaux, alors, Bordeaux et sa région, pour vous installer là, pour la boulangerie? Dans le plan initial, on aurait aimé se rapprocher beaucoup de la côte, parce qu'on aime beaucoup l'univers de l'océan, de la plage. Et on a étudié un petit peu, et aujourd'hui en France, c'est très compliqué d'avoir une activité continue toute l'année. Il y a beaucoup de saisons. Enfin, c'est très. Ouais, sur les régions côtières, par définition, j'imagine que c'est beaucoup plus saisonnier. Voilà, exactement. Et donc Bordeaux, bon, déjà parce que moi je suis originaire d'ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes repères. Et on a eu une opportunité en fait aussi donc dans ce bâtiment ici à Eysines. Et pour la petite histoire, quand on a fait l'étude du projet, on nous avait demandé de faire un dessin de la boulangerie idéale. Donc on a pris un papier, on a fait un rectangle, on a tout mis en place. Et on a commencé un peu à travailler là-dessus. Et quand on a eu cette opportunité de ce bâtiment, en fait, on a repris les plans du bâtiment et c'était le dessin. Voilà, et c'était le dessin qu'on avait fait. C'est trop bien, bel alignement des planètes. Exactement. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est installé ici. On est dans très proche d'une zone maraîchère, donc aussi qui font des légumes, dont beaucoup en bio. Donc ça rentrait aussi dans la philosophie de la boulangerie. C'est un centre-ville, c'est une ville, Eysines, mais qui apparaît dans le quartier où on est comme un village. On se croirait un petit peu à la campagne quand on regarde autour de nous. Donc c'est ce côté-là aussi qui nous plaît beaucoup. C'était ramener la campagne à la ville. Tu parlais de philosophie, là justement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez unique quand on s'intéresse justement à Padoka, à votre boulangerie, à ce que vous faites. Du coup, je vous pose la question, mais qu'est-ce qui distingue vraiment Padoka des autres boulangeries plus conventionnelles, on va dire? Nous déjà... Votre concept fort, quoi. Déjà, nous, on va se concentrer sur nous-mêmes. En fait, on va pas trop faire attention, entre guillemets, aux autres. Mais je pense que l'on est dans un autre état d'esprit au niveau de la production, dans le sens où on fait pas ça pour l'argent, déjà. Parce que si on voulait faire de l'argent, on n'aurait pas choisi ce métier. On est dans un métier passion. Quelque chose, comme disait Elaine, c'est quelque chose qu'on fait de nos mains, qu'on crée des choses, on crée un bonheur pour les gens. On a des retours de clients, quand on voit leurs yeux, c'est juste... c'est gratifiant. C'est ça, des gens qui peuvent remanger du pain, qui peuvent remanger des pâtisseries parce qu'elles sont moins sucrées. Et ça n'a pas de valeur. Il y a les blés anciens dont vous me parliez, qui c'est au centre, ça semble être au centre du projet en tout cas, donc est-ce que c'est justement quelque chose qui vous différencie de ce qu'on peut trouver plus communément sur Bordeaux? Oui,
parce que je pense que nous sommes une des rares boulangeries à travailler 100% au blé ancien. L'ensemble de notre production est faite à partir de ces variétés anciennes de blé. 100%. 100%, que ce soit au niveau du pain, au niveau de la partie biscuiterie, pâtisserie. L'ensemble de la production est faite à partir des blés anciens. Les pâtes alimentaires aussi. Donc par opposition en fait aux farines industrielles, on peut dire ça comme ça? Alors c'est plus des farines qui peuvent être issues de variétés modernes de blé. Donc des variétés qui ont été modifiées par l'homme pour être plus résistantes aux maladies et plus faciles à travailler. D'accord. Donc par blé ancien, sous-entendu blé non modifié. Ouais. Exactement, c'est ça. Ok. D'un point de vue nutritionnel, par exemple, ça va être quoi les points positifs concernant les blés anciens? Ces blés anciens ont été pas sélectionnés, mais ont été choisis depuis des millénaires par l'homme pour ses qualités nutritionnelles. À l'époque, ils n'avaient pas tous les instruments de mesure qu'on a aujourd'hui, mais ils se rendaient bien compte qu'en mangeant ces variétés-là, ils se portaient beaucoup mieux. Ils n'avaient pas de soucis de digestion, ils étaient plus en forme. Et ça, c'était une première sélection. Donc déjà, sans instrument de mesure, ils pouvaient voir que ces variétés-là étaient beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et qu'est-ce qui explique en fait du coup qu'on ait abandonné les blés anciens dans la boulangerie de ces dernières décennies? Parce que les critères de sélection ont changé. En fait, c'est surtout à partir des années 60, la période post-guerre, où c'était un moment en France, pas qu'au niveau du pain, mais il fallait beaucoup produire en grande quantité. Et pour ça, il fallait de la pâte à pain qui passait dans les machines. Donc une pâte forte, il fallait faire du volume, de la quantité. Et ces variétés-là modernes permettaient de faire ça. Alors que les variétés anciennes sont beaucoup plus fragiles. On ne peut pas industrialiser, mettre dans des machines des variétés anciennes. Ok. C'est trop en termes délicat. De travail, voilà. ça passe pas. Donc c'est vrai que ça fait lien un peu avec la philosophie que tu m'expliquais tout à l'heure, où c'est pas le choix de la productivité que vous avez fait finalement avec ces blés anciens. C'est ça, c'est plus reprendre le temps de bien faire les choses, en faire moins, mais mieux fait. J'ai vu également en rentrant tout à l'heure que vous aviez un moulin dans la boulangerie, oui. Donc c'est assez peu commun aussi. C'est quoi pourquoi le choix du moulin dans la boulangerie? Et généralement, les moulins, on va les retrouver chez les paysans boulangers, donc plus à la campagne. Nous, on a fait ce choix d'apporter le moulin en ville pour travailler avec de la farine fraîche. La farine fraîche, ça veut dire on va utiliser la farine dans les 24 à 48 heures après qu'elle soit passée au moulin, et ce qui va empêcher la farine de s'oxyder. Donc, on va garder toujours dans cette directive nutritionnelle. Et c'est aussi également savoir que c'est vraiment que de la farine, qu'il n'y a rien d'autre qui est ajouté à l'intérieur. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'ajout. On sait exactement ce que c'est. Ce qu'on passe dans le moulin, les variétés que l'on passe, c'est la farine. C'est que c'est 100% farine. Quand on parlait aussi tout à l'heure tous les deux par rapport au moulin, tu m'évoquais le fait que vous gardiez les germes dans la farine, enfin, les germes du blé. C'est ça. Le moulin que l'on a, qu'on appelle de type astrier, c'est un moulin à meule de pierre qui nous permet de faire de la farine semi-complète. Donc l'intérêt d'avoir de la farine semi-complète est d'enlever les 3 enveloppes externes du blé sur les 6 existantes, parce que ces 3 enveloppes externes, notre corps n'est pas fait pour les digérer, on ne les digère pas. Okay. Donc nous on a fait le choix de les enlever, et grâce à ce moulin on garde effectivement le germe du blé. Et c'est ce germe-là qui généralement est écarté de la farine, parce qu'il peut la faire rancir. D'accord. Donc pour des soucis de conservation, c'est mieux de l'enlever si on veut la garder plusieurs mois. Donc dans les farines qu'on trouve dans les boulangeries plus conventionnelles, généralement, on retrouve jamais de germe, quoi, si je comprends bien. Ouais. Non, effectivement, le germe a été écarté. Ok. Et donc nous, on veut ce germe parce que c'est une bombe nutritionnelle. C'est ce qui permet en fait à la graine de germer, comme son nom l'indique. Donc c'est ce qui va lui donner cette force et cette énergie pour germer. Et donc nous, on veut en consommant ce germe, on va profiter de toutes ces
de toutes ces qualités, de toutes ces valeurs nutritionnelles naturellement présentes dans la graine. Ok. Et donc ça, on le retrouve pas finalement ailleurs, quoi. Enfin, à moins d'aller dans un petit moulin artisanal, familial, peut-être. Et c'est le fait d'avoir, vous, en fait, au niveau de la boulangerie directement sur site, de la farine fraîche. C'est ça qui vous permet, en fait, vous permettez de garder ce germe-là parce que vous savez que la farine, elle va être utilisée dans les 24 à 48 heures maximum. Et donc les farines que l'on propose à la boutique, on prévient bien nos clients qui l'achètent, parce qu'on propose toutes nos différentes variétés à la vente, que ça contient le germe est contenu dans la farine et que l'idéal est d'utiliser la farine au plus tôt et que c'est pas une farine qu'on peut garder plusieurs années dans un placard. Ouais, la farine, c'est ce que pour ajouter, la farine, on peut garder 2 mois. C'est ça qu'on dit aux clients, si on veut garder les valeurs nutritionnelles vraiment intactes. Après ça, la farine, elle est utilisable, mais va avoir moins de valeurs nutritionnelles. Okay. C'est que ça, la différence. J'ai vu aussi que vous aviez un four à bois dans la boulangerie. Ouais, mais le four à bois, en fait, ça a été la première chose que l'on a demandé à la Chambre des métiers quand on a visité le bâtiment pour savoir si c'était possible de construire un four à bois. Parce que de base, le bâtiment ne devait pas permettre ce type de construction ? C'est que généralement maintenant, dans les grands centres-villes, c'est interdit. D'accord. Par rapport aux émanations de fumée. Ok. Et donc là, toutes les conditions étaient réunies et donc on avait l'autorisation de bâtir un four à bois. Et pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur, alors, ce four à bois ? Ça nous tenait à cœur parce que pour nous, une fois que tu as touché un four à bois, que tu as commencé à travailler dessus, c'est difficile de retourner sur un four électrique. Et c'est un plaisir, c'est vraiment retrouver le feeling, le contact en fait, vraiment avec la cuisson, avec le bois, avec les flammes. C'est une ambiance un peu là quand on se baladait tout à l'heure ensemble là, dans la boulangerie. C'est vrai que on a l'impression que la boulangerie vit un peu autour du... c'est pas une impression, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'habitude de l'appeler le boss. Ouais. Parce que c'est lui, en fait, qui va régler notre journée. C'est lui qui régit tout. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est à nous de nous adapter à lui et pas l'inverse. Ok. Dans le sens où on va commencer par le pain. Donc, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive le matin, c'est on l'allume. Donc, on va le monter en température. C'est moins immédiat qu'un four électrique, j'imagine. C'est ça. Ça met, entre le moment où on allume le four et où on sort les premiers pains, il faut compter 3 heures. Ok. Par rapport à un four, et en comparaison avec un four électrique ? Un four électrique, si vous arrivez, le four est chaud et le temps de sortir la pâte du frais, enfourner, oui, en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous avez du pain qui sort du four. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que ça donne une âme, quoi. Quand on était tout à l'heure, on buvait un café ensemble là dans votre boutique, c'est vrai que il fait un peu plus chaud du coup, mais c'est vrai que ça donne une vraie, il y a une ambiance quoi, je trouve. Et Lani justement à cette occasion, quand on discutait, me parlait du 100% levain aussi. Donc si tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie en fait, c'est quoi les bénéfices du travailler 100% au levain. Ok, déjà. Pour nous, ça fait déjà un moment, pour moi, ça fait 12 ans depuis que j'ai commencé, que je travaille 100% au levain. 100% au levain, pourquoi on a décidé de faire comme ça? Pour nous, c'est une évidence. On travaille avec le vivant, le naturel. Donc, on n'a pas besoin de mettre quelque chose qui était séparé par l'homme dans notre pain. Qui, avec l'ajout de farine et de l'eau, on peut avoir toute la vie nécessaire pour pouvoir fermenter notre pain. Donc le levain, il va servir comme ferment. Donc le levain, c'est le mélange de farine et d'eau qu'on va laisser fermenter à une température normalement de 26 degrés. Et on va laisser ça, nous on laisse 4 heures, mais ça dépend, chaque boulangerie va avoir sa façon de faire. Et là, on va avoir une vie qui va se multiplier. Donc déjà avec la chaleur, l'aliment, c'est la farine et l'humidité, on va avoir, j'ai dit toujours que les levains, les bactéries sont comme les Brésiliens, adorent la chaleur. Ils ont la chaleur, et commencent à danser la samba et ça se multiplie, c'est un truc de fou.
Donc, et après, on met le levain dans notre pâte. Et ça va être ça qui va nous aider à faire la fermentation naturelle. Et c'est quoi? C'est que pour vous, ça remplace en fait la levure, c'est ça? C'est ça. En fait, nous, on a décidé de ne pas utiliser de levure. Dans la boulangerie, c'est 0 levure. Même nos viennoiseries, nos brioches, tout ce qui... Il n'y a pas de levure. Il n'y a pas de levure dans la boulangerie. Et traditionnellement, c'est ce qu'on retrouve... Enfin, la levure, on la retrouve dans beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de boulangeries qui l'utilisent, c'est ça Oui, en fait, la levure fait partie du monde de la boulangerie. La levure, elle va aider à faire tout plus vite. C'est pour ça qu'elle a été mise en place. En fait, la levure, c'est un champignon qui a été séparé dans l'organisation de champignons qu'il y a déjà dans le levain. Dans le levain, on a de bactéries. C'est un extrait de levain. En fait, dans le levain, on a de bactéries et de levure. Mais on a plusieurs levures différentes. D'accord. Et là, il y a cette levure, comme s'appelle, Paul? La Saccharomyces cerevisiae. Merci, Paul. Il adore dire ça, donc je le laisse dire. Ça lui donne un côté intellectuel. Ouais, c'est ça, son latin, ça vient vraiment d'esprit. Et donc, cette levure, elle était séparée. Donc, c'est un champignon qui a été séparé et multiplié. Et ces champignons, nous, on appelle la levure boulangère, elle fait tout pousser, comme on dit, fermenter plus vite. D'accord. Donc, en 3 heures, on peut avoir un pain prêt à déjà enfourner. À enfourner. Qui, avec un levain, on a besoin de minimum 6 heures pour une fermentation assez légère, ou comme nous, on fait 16 heures, de 16 à 20 heures, qui c'est vraiment une fermentation qui va couper toute la chaîne de gluten, qui va faire vraiment du bien au corps. Donc pour bien comprendre, en fait c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec du levain dans le sens où c'est beaucoup plus long, c'est ça? C'est et ça. Tu dois anticiper... En fait, ça prend beaucoup plus de temps de travailler avec le levain qu'avec la levure. Et avec la modernisation, comme Paul disait, avec l'industrialisation, après-guerre, on doit faire les gens manger, on doit faire plus de nourriture. Plus vite, quoi. Plus vite. L'industrie, elle a commencé. Donc, on a besoin de faire... tout à la levure, en 3 heures, on a de pain qui sort et on peut le faire. Et le bénéfice, du coup, pour le consommateur? Donc pour le consommateur, déjà, le levain, il va nous permettre de bien digérer le pain, parce que le levain, il va déjà pré-digérer. On dit ça fait un peu yak, mais bon, ça fait pré-digérer le pain. Donc quand il rentre dans notre corps, il est déjà assimilable, facilement assimilable. Et après aussi, une façon de conservation. Dans cette partie de conservation, c'est très bien aussi, parce qu'avec un pain au levain, on peut conserver entre 3 et 7 jours. Okay. Et même 1 mois. Les anciens conservaient le pain 1 mois. Ah oui, donc c'est beaucoup plus long en fait que grâce au levain, tu peux avoir un temps de conservation. On peut conserver, parce qu'en fait, avec la levure, le pain se dessèche plus vite, parce qu'il y a plus de poches d'air dans l'alvéolage du pain. Donc, il va sécher plus vite. Qu'avec le levain, normalement, on va avoir un pain un petit peu plus serré, mais plus resserré. Donc, il va garder l'humidité et va nous laisser conserver le pain plus longtemps. Et je pense que c'est ces deux choses qui sont plus... Donc, ça rend, en fait, vos pains donc, plus digestes, tu disais plus facilement assimilables. C'est ça. Ça m'évoque un peu le gluten dont on entend en fait énormément parler ces dernières années. On a l'impression qu'il y a la moitié de la planète qui est devenue intolérante au gluten. C'est quoi, vous, justement, votre approche par rapport au gluten? Qu'est-ce que vous proposez? Vous faites du sans gluten ou non Ouais, le gluten, déjà, si on revient un peu à ce qu'on parlait avant, pourquoi les gens ont développé l'intolérance au gluten? C'est justement parce qu'on voulait faire tout plus vite. D'accord. Donc, on veut faire le pain plus vite, on n'attend pas le temps de fermentation. Donc, on n'attend pas qu'il va se digérer, pré-digérer avant de rentrer dans notre corps. Donc, on va avoir un pain où la chaîne de gluten, parce que c'est une chaîne de protéines, donc la chaîne de gluten, elle n'est pas coupée, et notre corps, normalement, elle ne coupe pas cette chaîne. Si elle ne rentre pas découpée, notre corps ne va pas couper. Donc, c'est là qu'il y a la répétition. On mange trop de pain, de pâtes, de biscuits, beaucoup de choses avec le gluten. Il va y avoir un moment, le corps dit stop, c'est fini, quoi. C'est trop pour moi. Donc, c'est là le moment où nous, déjà avec notre approche,
si je peux dire, les boulangeries qu'on a travaillées, donc nos écoles, les boulangeries qu'on a travaillées, il y avait déjà ces esprits, pas tous, mais quelques boulangeries, beaucoup de boulangeries qui ont travaillé avec ces esprits, d'amener donc cette autre façon de faire le pain, faire un pain plus digeste, où on fermente plus longtemps, et on va avoir donc c'est plus facilement assimilable. Ouais, une assimilation plus facile au corps. Ok. Et pas, donc il n'y a pas que... j'ai vu que la philosophie de Padoka, donc on a parlé déjà de la farine, entre autres, parmi les matières premières, mais bon, il n'y a pas que la farine dans le pain ou dans les belles pâtisseries que tu fais, Elaïni. Je peux mettre une autre chose par rapport au gluten, parce que nous, on ne propose pas de choses sans gluten que tu demandais, en fait. En fait, nous, on ne fait pas de pain sans gluten, mais tous nos farines de blé ancien ont moins de gluten. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, le blé ancien qu'on a décidé de travailler ont moins de gluten, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi. Est-ce qu'on a des clients heureux, du coup, qui vous disent... On a beaucoup de clients heureux. On a 2 clients qui mangeaient plus de pain. Et qui reviennent quand même chez vous. Et qui sont venus pour tester. Ils disent quoi? Et qui reviennent maintenant tout le temps et sont trop contents. On a même une cliente, qui peut-être c'est une anecdote, ça, mais qu'elle revient et elle nous dit, donc vos pains, il n'y a pas de gluten dedans, hein? On a dit, non, madame, oui, le pain, il y a du gluten. Non, parce que je suis pas ballonnée, je me sens super bien, je pensais qu'il n'y avait pas de gluten. On dit non, il y a bien du gluten dedans, mais c'est un bon gluten, c'est gluten de blé ancien. Donc on a des variétés qui sont beaucoup plus faibles en gluten, qu'on recommande à des gens qui ont l'intolérance. Mais après, on a toutes les variétés anciennes qui, avec la méthode qu'on travaille de fermentation longue, vont être beaucoup plus assimilables. Okay. Voilà, le petit point. Bonne nouvelle pour les clients de Padoka. Clients heureux. Donc là, on a parlé de la farine. Dans tes pâtisseries, là, j'ai vu Elaïni. C'est vrai que tu proposes plein de belles choses. Alors, je me permets de dire Elaïni parce que je crois que c'est elle la chef sur toute cette partie-là. Mais Paul les m'aide aussi, hein, beaucoup. Il goûte. J'ai vu, il goûte pas mal. Le sucre, par exemple, que vous utilisez, là, il y a des différences là aussi. En fait, est-ce que la philosophie de Padoka, ça va jusque sur toutes les matières premières, en fait? Oui, déjà les choix de travailler avec le bio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais le bio aujourd'hui, c'est une industrie ». C'est vrai, il y a beaucoup d'opportunistes dans le bio, même dans l'industrie bio. Donc, mais nous, quand on fait le choix de nos produits bio, on va y aller jusqu'à la source. On veut savoir d'où vient, s'il travaille bien. Donc, vous travaillez avec des locaux? On travaille avec des locaux. On travaille aussi avec des grossistes parce que le chocolat ne sont pas d'ici. Il y a des choses le sucre de canne ne vient pas d'ici. Donc, ça, on doit travailler avec des grossistes. Mais normalement, je vais regarder d'où vient ça et je vais regarder si la méthode est éthique, s'il travaille bien. C'est très important pour nous, ça. Okay. Après, les sucres, normalement, les sucres viennent de mon pays parce que ici, en France, on fait que les sucres de betterave normalement. Donc, les sucres de canne viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Tu utilises beaucoup de sucre de canne. Et nous, on utilise le sucre de canne pour faire les pâtisseries. Mais on utilise les sucres de canne roux ou complets. On n'utilise pas de sucre raffiné parce que normalement, le sucre raffiné va nous faire des pics d'énergie. Donc, c'est des sucres vides, c'est des sucres rapides. Normalement, les gens connaissent comme ça. C'est des sucres, en fait, qui ont beaucoup de calories, mais pas d'énergie. Nous donnent d'énergie, mais pas d'aliments, en fait. Ouais, ça donne un boost. On mange un cookie, on voit ça, les enfants, quand ils mangent un cookie, ils sont plein d'énergie, et après, on retombe. Et c'est vraiment le but d'avoir un sucre complet au roux. Il va nous faire, en fait, c'est un sucre long. Il va prendre plus de temps, donc il donne pas ses pics, il se diffuse l'énergie pendant la journée. Donc, tous les produits qu'on fait ici, c'est avec ces 2 types de sucre et du miel aussi on utilise. On utilise aussi du sucre du riz, de sirop du riz pour nos granolas, par exemple. On utilise le sirop du riz.
Et le sucre, c'est un gros point sujet, pour ouais. un gros sujet. Et même la façon de les utiliser dans nos pâtisseries, on fait attention, on réduit. Si je vais regarder une recette, normalement, je n'utilise jamais la quantité de sucre que la recette me propose. Je mets moins, minimum 10 jusqu'à 30%. Et là, c'est où Paul, il rentre. Et c'est là où il goûte. Ouais. Pour goûter. Ouais. Et là, il goûte. Raphaël, il goûte aussi, qui travaille avec nous. Tout le monde, l'équipe goûte avant que je mette au client. Moi, je fais toute l'équipe goûter pour voir si c'est Moi, je vais venir vous aider. Si tu veux, quand tu veux. Juste après. Quand tu veux. Paul, il me montrait aussi tout à l'heure le sel là, que vous utilisez. Donc, qui est un peu particulier, je ne connaissais pas du tout. C'est du sel de... Du sel de mine, donc originaire du Béarn. Donc pas loin d'ici. Donc pas loin d'ici, toujours en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est du gros sel, et c'est un sel en fait qui est extrait d'une source d'eau naturelle qui passe à travers des couches de différents minéraux. Donc qui va se charger en minéraux tout au long de son parcours, et notamment beaucoup en sel. Donc c'est pas du sel de mer, c'est du sel de... Voilà, de mine. Exactement, c'est du sel qui vient de la terre. Et c'est quoi le bénéfice du sel de mine par rapport au sel marin ? Le gros bénéfice, c'est qu'il ne va pas être exposé à tous les polluants qu'on va retrouver aujourd'hui dans les océans. Que malheureusement, on sait tous qu'on parle beaucoup de microplastiques, de pollution d'algues toxiques, toutes ces choses. Qui se retrouvent en fait dans le sel marin ? Voilà, parce que vraiment, comme vous savez, pour extraire du sel, on fait évaporer de l'eau salée. Et donc, on va récupérer en fait toutes les microparticules présentes. On va pas... Les microplastiques vont pas s'évaporer malheureusement, contrairement à l'eau. Donc on risque de retrouver tout ça dans le sel qu'on extrait de la mer. Et l'eau, justement, que vous utilisez aussi, je crois que c'est un peu particulier. C'est très particulier, dans le sens où on utilise un vivificateur d'eau. Ok. Donc c'est pas l'eau du robinet, c'est... Alors c'est l'eau du robinet qui va passer à travers un boîtier qui va en fait redynamiser l'eau existante. D'accord. Donc ça va rendre les molécules d'eau plus solubles, ça va changer le caractère magnétique de l'eau, ce qui va lui redonner sa forme d'eau de source. Ah oui, donc c'est... Donc en termes de bénéfices, c'est la richesse de l'eau de source ou la pureté de l'eau de source, en tout cas, que vous allez retrouver avec ce dispositif-là. Voilà, exactement, c'est ça. C'est l'eau que vous utilisez pour tout le pain, pour tout... C'est l'ensemble du bâtiment est connecté à ce boîtier, donc les robinets, enfin voilà, l'ensemble de l'eau que l'on utilise au sein du bâtiment. C'est de l'eau de source chez Padoca. Alors c'est de l'eau qui est redynamisée, qui est vivifiée. Okay. Et l'autre avantage de cette eau, vu que les molécules d'eau sont plus solubles, ça va nous permettre d'utiliser moins de produits, par exemple pour le lave-vaisselle. On a besoin de moins de produits vaisselle. D'accord, ok. Donc c'est vraiment bénéfique à tous les niveaux. Le calcaire ne va pas se développer, ne va pas se fixer aussi pareil sur la résistance du lave-vaisselle. C'est que du bonus. C'est que du plus. Et aussi, que c'est intéressant dans ces boîtiers, comme Paul disait, magnétiquement, en fait, on fait rentrer, parce qu'on sait que l'eau de la ville, quand elle rentre, bien sûr, elle était traitée pour pouvoir devenir potable, mais elle a dedans de chlore, de métaux, de choses qui, pour nous, pour le pain, c'est pas vraiment intéressant. Principalement pour le levain. Ouais. Parce que le levain, il est vivant. Si on met du chlore, que c'était pour tuer toutes les bactéries, il va tuer les bactéries dans notre levain. Donc pour nous, ça ne va pas du tout. Tu perds les bénéfices. On n'a pas de levain. Les débuts, quand on avait essayé de faire un levain avec de l'eau ici avant d'avoir notre vivificateur, le levain sentait le poisson. Ça ne va pas du tout. Ça sentait vraiment pourri. Ça ne va pas. Donc, ce qui se passe, c'est avec ces changements magnétiques, il refait les molécules d'eau. Donc, ça veut dire le chlore, il rentre. Ce n'est pas qu'il va filtrer le chlore. Il va dissoudre les molécules du chlore et va le faire se réagrouper d'une autre façon
qui va devenir donc une type de l'eau de source. Toi, tu as vu en fait une vraie différence l'avant-après, là, ne serait-ce qu'au niveau du levain, mais quoi. Énorme. Et le goût aussi et tout. C'est super intéressant. C'est à tester. C'est magique. Si on reparle un petit peu du local, c'est quoi vos connexions en fait autour de la boulangerie? Vous travaillez avec des fournisseurs locaux qui sont juste à côté, qui sont un peu plus loin. C'est quoi vos liens avec le tissu économique aujourd'hui de Bordeaux et de sa région? Donc ça, c'était vraiment une volonté première de notre part, c'était de travailler un maximum avec les acteurs locaux. Par exemple, aujourd'hui, on va proposer un miel dans notre épicerie, qui est un apiculteur qui est à 10 minutes de la boulangerie, qui est un vrai passionné. C'est rigolo, on est allé le rencontrer, on pensait passer 1 heure, on a passé toute l'après-midi. Ouais. Il nous a montré son atelier chez lui, enfin voilà. Donc il élève ses propres rennes, voilà, c'est un passionné, il nous a tout expliqué. On va travailler pareil pour nos œufs. On a 2 fermes qui nous font nos œufs, qui sont l'une pareil à 20 minutes et l'autre à 5 minutes. Donc toujours pour faire travailler un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec ces 2 personnes. Dans les 2 cas, les poules sont en liberté. Donc ça, c'était aussi la manière... d'élever les poules. Voilà, on ne s'arrête pas qu'au label bio. C'est pour nous... on veut aussi... on va voir sur place comment ça se passe. Tous vos producteurs, vous les avez rencontrés, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est top, ça. On va travailler aussi avec un maraîcher qui est pareil, est à 5 minutes d'ici pour les légumes de saison. Ah, c'est une vraie façon de repenser en fait tout ça, c'est un ensemble de briques en fait qui viennent se monter les unes sur les autres, et c'est vrai que ça en fait au final un concept assez unique où on repense l'organisation de la boulangerie. Et c'est ça, et c'est petit à petit en fait qu'on arrive à faire tout ça. C'est pas facile de faire comme ça dès le début. Parce que forcément, il y a des... Ça a été quoi les difficultés, par exemple, que vous avez eues au début? C'était 1 ou 2 anecdotes ne serait-ce qu'au niveau... déjà, prendre le temps de connaître la personne, d'aller voir sur place comment ça se passe. Les producteurs, d'organiser des livraisons, par exemple. Parce que forcément, quand on passe par une structure qui va tout vous livrer, il y a un camion qui vient, tout est livré et on n'en parle plus. Là, c'est un petit producteur ici, un autre là-bas. Lui, forcément, n'a peut-être pas le temps de venir nous livrer, donc c'est à nous d'y aller. Donc c'est toutes ces petites choses à... c'est de l'organisation et du temps en plus, quoi. Après, Paul, il a oublié le principal, c'est notre blé aussi, qui vient de proche. On peut dire qu'il vient de proche parce que c'est du Charente, donc on est dans la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est assez grande, on est bien. On a 2 œufs, du lait, du blé, on a tout dans la Nouvelle-Aquitaine. Tout vient de Charente ou On a de la Charente, une grande majorité. Après, on a de Sèvres et après, on a un peu dans l'Aude. Parce qu'on a 2 variétés qui préfèrent le sol plus pauvre ou plus sec. Qui ici, au contraire, on n'a pas. Quel blé? C'est pour le barbu du Roussillon et pour le blé dur. Ils ont besoin plus de sol plus sec. Donc c'est le type de blé qui ne pourrait pas pousser en fait en Charente, quoi. Ils pouvaient, mais c'est pas la même chose. Va pas avoir les mêmes qualités. Donc ils sont plus endémiques de cette partie. Après aussi. C'est pas local pour les Français, mais c'est local pour moi. C'est le café, quoi. Donc moi, je suis allée dans la ferme. Même le café, que c'est pas un produit local français, mais notre café qu'on propose à la boulangerie, il vient du Brésil. Et moi, je suis allée vraiment dans la ferme là-bas pour voir comment eux travaillaient. Où ça, au Brésil? Au Brésil, à São Paulo aussi, à Mococa. M-O-C-O-C-A, Mococa. Et c'est de là-bas, c'est une ferme bio qui travaille avec de petits producteurs, familles, caféiculteurs, qui font leur café, des spécialités. Donc c'est un café vraiment bien travaillé, cueilli à la main, que les grains qui sont mûrs. Donc vous êtes vraiment allé sourcer rencontrer les producteurs jusqu'au Brésil pour bien comprendre tout ce que vous alliez recevoir et servir en fait après c'est le but. clients, Ouais, pour nous, c'est le but, c'est vraiment de comprendre tout
C'est pas faire pour faire. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais ouais, ça amène beaucoup de travail. Toujours dans l'écosystème local, la création de la boulangerie par rapport à la mairie, à Eysines, vous avez eu on vous a aidé, il y a l'accueil des commerçants autour, là comment ça s'est passé? Parce que je crois que c'est l'ancien bourg, c'est ça, d'Eysines où vous êtes? Alors c'est le bourg historique de Eysines. On a la mairie, la poste, l'église qui sont juste à côté. Mais c'est un quartier qui est malheureusement délaissé depuis plusieurs années, parce que c'était la rue commerçante historique en fait de la ville. Mais petit à petit, ça a été plus des habitations, des personnes qui sont venues remplacer les commerces des habitations. Et malheureusement, deux grandes surfaces à 2 km l'une de l'autre qui ont forcément ramené les gens à aller faire leurs courses, à tout faire d'un coup dans les grandes surfaces. Ça fait partie des choses. Et nous, notre volonté et la volonté de la mairie, parce que le bâtiment où l'on se trouve appartient à la mairie, c'était justement de redynamiser ce vieux bourg c'est bien en cours déjà, parce qu'il y a quelques commerces autour de vous. C'est ça. Là, maintenant, on commence à être un petit noyau, avec une libraire, une encadreuse, une menuisière, un restaurant. Il y a 2 restaurants même. Donc voilà, la vie revient. Et puis c'est vrai que vous avez quand même il y a du monde, quoi. Enfin, j'étais étonné par tout le passage qu'on a eu en peu de temps. Donc là, avec l'arrivée du tram aussi, ça va faire 2 ans. Il y a la ligne D du tram là qui passe devant la boulangerie. Et donc petit à petit, les jeunes couples viennent s'installer. Et ça se repeuple gentiment, mais sûrement. Bon, faut que je vous pose une question cruciale maintenant. Attention. Chocolatine ou pain au chocolat? À la boulangerie, ni l'un ni l'autre. Je sais pas si Elaine est au courant de la guerre qui a lieu en France actuellement. Est-ce que depuis le Brésil, on entendait parler de la guerre chocolatine versus pain au chocolat? Non, ça, j'ai appris ici. Même parce que pour moi, un pain au chocolat, ça serait, dans mon esprit, ça serait pas ça qu'on voit. C'était pas une viennoiserie, un pain au chocolat, ça serait un pain avec du chocolat. Donc, mais je comprends bien, c'est la rivalité. Nous, on a ce type de rivalité aussi au Brésil, donc je comprends la rivalité française. Et quel a été le choix de Padoca alors? Comment est-ce qu'on tranche entre les deux? Bon, le choix de Padoca, c'est ni l'un ni l'autre. On ne fait pas de chocolatine, on ne fait pas de pain au chocolat. Comme ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il faut qu'on explique aussi un petit point, c'est que le travail, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui surprend après, mais quand on vous explique, c'est vrai que ça coule de source, mais on ne trouve pas forcément tous les produits d'une boulangerie conventionnelle, en fait, chez vous. Non. Pourquoi? Alors déjà, une de nos lignes directrices est le fait de ne pas adapter la matière première à ce que l'on veut faire, mais c'est à nous de nous adapter à la matière première. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'on ne va pas chercher à modifier les caractères naturels de la matière première pour pouvoir obtenir le résultat voulu. Donc du blé notamment. Ouais, voilà, par exemple, c'est l'exemple parfait des viennoiseries. Donc pour faire les croissants et les chocolatines, il faut de la farine blanche bien raffinée pour avoir une pâte bien élastique, bien riche en gluten. Et justement, c'est grâce à cette élasticité et à ce gluten qu'on va pouvoir obtenir quelque chose de très volumineux et de très léger. D'accord. Ce qu'on peut difficilement faire du coup avec la matière première que vous travaillez. Exactement, c'est pas du tout fait pour. Donc nous, on a décidé de ne pas modifier ça et de faire d'autres choses. On fait de la pâte feuilletée. Ce sont des viennoiseries que l'on fait chez Padoca, mais ce sont des formes différentes. Ok, d'accord. Je vous confirme, ça donne quand même envie. Donc on a tranché sur le débat. Elanie, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'était qui a ajouté. On fait quand même des choses qui sont assez traditionnelles. On fait les chaussons aux pommes, qui ici on appelle de pommés. D'accord. Et on appelle de pommés. Je ne sais pas si tu sais pourquoi, mais en fait, c'est l'arrière-grand-père de Paul. Il était boulanger en Bretagne. Et il était très connu pour sa pâte feuilletée. D'accord. Et lui, son chausson aux pommes, il l'appelait pommé. Donc en son hommage, on a mis notre chausson aux pommes de pommé.
Donc, on fait le paumé ici, c'est notre chausson au pomme, mais on fait des chaussons au ananas, on fait notre paddock à roll, on fait même notre vision de croissant elle est faite avec notre farine et 100% au levain. Parce que tu avais dit, Paul, de la farine, mais on a ces volumes aussi dans les croissants chocolatines parce qu'on a de la levure dedans aussi. D'accord, ok. Donc ceci qu'on explique n'a cela. pas chez Padoka. Mais c'est vrai que pour autant, ça donne quand même envie. Hein, tout ce qui est en vitrine, enfin, on oublie assez facilement le croissant ou la chocolatine, pour le coup. Très bien. Là, vous avez quelques mois de recul là maintenant, donc c'est votre première affaire à tous les deux, c'est votre première boulangerie. On sait que déjà pour un boulanger traditionnel, j'imagine quand on est employé, salarié, les horaires, c'est déjà quelque chose. Quand on ouvre sa propre boulangerie, ça donne quoi ? Alors ça donne très peu de sommeil, beaucoup de travail. Ouais. Là, pour avoir un ordre d'idée depuis notre ouverture. Donc c'était, tu peux nous rappeler le 2 novembre 2022. Ok, donc l'année dernière. Donc l'année dernière. On est à peu près entre 90 et 100 heures de travail chacun par semaine. C'est pas mal. Donc, ce qu'on ne voit pas forcément quand une boulangerie est fermée, ça ne veut pas dire que les boulangers ne travaillent pas. Ouais. Ce ne sont que des horaires de boutique. Parce qu'il y a tout le travail de préparation derrière, mais justement notamment grâce au travail au levain, où on fait toutes nos pâtes la veille pour qu'elles soient cuites le lendemain, pour respecter ce temps de fermentation. Donc cette philosophie d'organisation vous fait vous lever quand même plus tôt. On se lève pas très très tôt pour des boulangers, dans le sens où on se lève à 4h du matin. Ouais, effectivement. Mais le souci pour le moment, c'est qu'on ne peut pas se coucher tôt. Parce que y a la boutique, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc c'est qu'on se couche tard le problème. Ouais. Donc c'est pour ça que ça nous fait des généralement, là, le rythme, la semaine, c'est quoi ? C'est coucher à... lever 4h, coucher 22h30. Ah ouais, ok. C'est vrai que ça fait des bonnes semaines. Voilà, on dort bien, mais pas beaucoup. Profondément. Profondément, mais pas beaucoup. Et puis forcément, quand c'est notre affaire, on a plein de choses qui passent dans la tête. C'est qu'est-ce qu'on va proposer comme tartelette demain. Quand il y a une machine qui ne fonctionne pas, c'est à nous de nous débrouiller. C'est plus allô patron, il y a un problème. C'est tout ça à gérer en plus. Voilà, c'est toutes ces petites choses en plus que généralement la tête on a du mal à ce qu'elle s'arrête complètement. Donc et vous vous êtes dit ok 4h15 la semaine, mais il y a les jours de marché. Ouais. Parce que on fait quelques petits marchés de producteurs autour d'ici. Alors, sur quel marché Donc là on va se trouver sur un marché Oyan. D'accord. Qui est au terminus de la ligne D du tram. On en fait un autre à Villeneuve-d'Ornon, à la ferme de Baugé. Et après, ça va être des marchés ponctuels sur des événements. Par exemple, aux 100 ans du lycée agricole de Blanquefort, la semaine dernière. Voilà, ça va être sur des événements comme ça. Vous allez venir vous déplacer pour parler de vos produits et les vendre, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est surtout montrer à tout le monde ce que l'on propose, pourquoi on le fait, où on le fait. Et voilà, dire à tout le monde, on est là, on existe. Non, mais c'est vrai que pour des... alors, Paul, je crois que c'est toi qui goûtes toutes les pâtisseries d'Elaini, mais c'est vrai que tu n'es pas un gros boulanger, pour le coup. Non, alors ça a été... Non, c'est déjà une volonté de ma part, mais c'est aussi des consignes strictes de la part de ma moitié, qui forcément m'encourage vivement avec ses regards à limiter les dégustations. Exactement. Et à faire attention à ma ligne. Okay. Parce que au démarrage, on en parlait, il y a eu une petite perte de poids, non, avec le rythme on a tous les deux perdu à peu près entre 6 et 7 kilos. Ah ouais, quand même. En combien de temps ? En l'espace de 2 semaines. Oui, ça a été rapide. Ah oui, ça a été très rapide. On n'avait plus le temps de manger, donc c'est clair. Vous travaillez 18 heures par jour et vous ne mangez pas. le calcul est vite fait. Régime express. C'est ça. Le pain et le gâteau, les plus populaires, c'est quoi les best-sellers chez Padoka ? Là, en ce moment, il y a quelques petites variantes, mais là, celui qui se dégage bien, là, qui tire son épingle du jeu, c'est vraiment l'engrain.
donc que l'on appelle, que les gens connaissent plus souvent sous le nom de petit épeautre. D'accord. Mais le vrai nom du petit épeautre, c'est engrain, qui lui vraiment, il fonctionne très bien, les gens l'adorent. Et pourquoi? Alors ça va être en raison déjà de son goût, de sa typicité. Il a un goût vraiment particulier, très très bon, une croûte fine et croustillante. Et c'est également un pain que l'on entend beaucoup parler par rapport au fait qu'il a très peu de gluten. C'est celui qui va en contenir le moins. Même si toutes les variétés qu'on utilise en contiennent moins, celui-ci particulièrement. D'accord, donc en termes de digestion, les consommateurs d'engrain, c'est bénéfique, on va dire. C'est ça. Et généralement, quand quelqu'un vient nous voir en nous disant qu'il a une intolérance au gluten et pas une allergie, on va de suite l'orienter vers si vraiment c'est une intolérance un petit peu sévère, on va l'orienter vers l'engrain. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes ont été super satisfaites. Ok, trop bien. Et ils peuvent remanger ce pain sans souci. Est-ce que, en termes d'évolution et de tendance jusqu'au moment dans la consommation, donc on parlait tout à l'heure du gluten, mais est-ce que vous avez tous les deux 10-15 ans d'expérience maintenant en boulangerie? C'est quoi les évolutions que vous avez observées là, ces dernières années dans la consommation des Français? Personnellement, ce que j'ai pu remarquer, c'était plus un souci. Les gens font plus attention à ce qui se trouve dans le pain. Ils vont peut-être moins attacher d'importance au côté fantaisie, si je puis dire, du pain avec plein de choses à l'intérieur. Genre une baguette aux graines de courge, voilà, par exemple. C'est ça. On va être plus sur des pains santé, des pains nutrition, que des pains fantaisie. D'accord. C'est vraiment ça qu'on a pu remarquer, et ça tombait bien dans le sens où c'est ce que vous inscrivez. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous on prêche depuis maintenant très longtemps. Et donc, ça, entre guillemets, ça tombe bien. Parfait. Quelques chiffres en termes de consommation, vous, de beurre, de farine, qu'est-ce qu'on par semaine, ça représente quoi pour une boulangerie comme la vôtre? Pour le moment, pour une boulangerie au démarrage comme la nôtre, on va tourner en moyenne à 300 œufs par semaine. Ça va être entre 260 et 300 kilos de farine par semaine. C'est bon volume. Ça commence à faire ça fait la matière. Voilà, c'est ça. Et l'Aïni? 15 kilos de beurre à peu près par semaine. Beaucoup de chocolat, parce que le Français adore le chocolat. Donc beaucoup de chocolat. Et est-ce que tu fais beaucoup de chocolat pour les Français alors? On fait beaucoup quand on parlait qu'est-ce que le best-seller en pâtisserie, on a le brookie, c'est notre petit cookie chocolat noisette, noix noisette, qui est vraiment c'est chocolat qui cartonne. Après il y a beaucoup de biscuits qui cartonnent, l'amaretti et tout, les palmiers, j'ai beaucoup d'éloges sur le palmier, tout le monde adore aussi. Mais je viens au chocolat parce que je vois les chocolats, les pistoles de chocolat qui ont fait vraiment fondre pour faire les cookies, pour faire les ganaches, pour les tartelettes, ça part. Ça part bien. Ouais. Et c'est quoi le jour de l'année où ça part le plus, justement? C'est quoi le plus gros jour de l'année pour une boulangerie? Donc j'imagine chez vous aussi. Enfin, la plus grosse période? Noël, je trouve que c'est assez intense, important. Nous, on a eu un 24, le jour de Noël, c'est assez important. Mais comme c'était notre première année, on n'avait pas trop de comparaison encore. Donc là, on prend nos empreintes, on apprend un peu. Parce que vous êtes encore dans la première année. C'est ça, c'est la première année. Donc on note tout avec notre petit tableau pour savoir comment ça se passe, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais jusqu'à maintenant, les jours de Noël, on a bien vendu, on a eu beaucoup de gens. Okay. Et après, les jours de semaine, c'est toujours le samedi qu'on a beaucoup plus de gens. Ok. Ça fait quoi? Ça fait 8-9 mois, du coup, maintenant que vous êtes ouvert? 8 mois. 8 mois. Des petites anecdotes avec des clients, vous avez dû vous retrouver, j'imagine, à un moment dans des situations, vous découvrez vous le métier sous cet angle-là. Qu'est-ce que vous avez eu comme truc marrant? On a eu, c'était lors de on était encore en travaux, on n'avait pas encore ouvert, et c'était pendant la construction du four à bois, où on a une petite mamie qui a pointé le bout de son nez à travers la porte.
Et en sachant que le bâtiment où l'on se trouve, c'est l'ancienne mairie d'Ezine. D'accord. Elle est rentrée en nous disant que c'était là qu'elle s'était mariée. Donc c'est beau. Voilà, moi j'étais en train de faire du béton et, pour faire le four et cette dame est rentrée avec plein d'émotions dans les yeux en disant que voilà, elle s'était mariée à cet endroit. Beau clin d'œil. Très beau clin d'œil, oui. Après, pendant la vente, alors beaucoup au début, forcément, les gens nous demandaient des baguettes. D'accord, du coup, que vous ne proposez pas. Que l'on ne propose pas. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué à un client. Et ce client a insisté en me disant que derrière moi, il y avait des baguettes. Ouais. Qu'il voulait une baguette. Et je me suis retourné et puis en fait il a vu notre tas de bois pour le four justement et il pensait que c'était des baguettes. Donc bûche baguette. Voilà, une bûche baguette. Donc j'ai expliqué que je pouvais lui en vendre une s'il voulait mais que ça allait faire un peu mal aux dents. Ouais, qu'il y aurait du croustillant. C'est ça. Ok. Merci pour ces petites anecdotes et puis écoutez, on va terminer. Maintenant avec dites-nous un petit peu comment, pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux déjà? C'est ça, donc il y a plein de moyens de nous retrouver. Vous pouvez nous suivre notre page Instagram, donc Padoka Boulangerie. On est également sur Facebook où on alimente régulièrement notre page. Sur Google où vous pouvez retrouver notre numéro de téléphone, l'adresse de la boulangerie pour voir exactement. Vous êtes où exactement, l'adresse? Alors on est au 67 avenue de la Libération à Ezine. Donc c'est vraiment le vieux bourg à côté de l'église et de la poste. Et on est au niveau de l'arrêt de tram Ezine Centre de la ligne D. Donc c'est la dernière ligne qui a été mise en circulation. Et notre site internet que l'on est en train de peaufiner pour l'ouvrir prochainement. Ok, et prise de commande, non, j'ai vu aussi que vous faisiez, je crois. Pour des périodes comme Noël, j'imagine, vaut mieux anticiper un peu. C'est ça, donc on motive vivement les gens à passer commande, dans l'idéal 48 heures à l'avance, toujours en pensant qu'on travaille au levain et qu'on doit... il faut anticiper quoi. Voilà, c'est ça, on doit toujours prévoir 48 heures à l'avance les quantités que l'on veut faire. Donc pour ça, téléphone, plus simple. Instagram aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ok. Donc Noël, anniversaire, fête de famille, réunion d'anciens, idéalement, vaut mieux commander avant. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Si on veut être sûr d'avoir le pain que l'on veut, il faut commander ou alors il faut venir le matin. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et puis on vous souhaite le meilleur là, pour la suite de Padoka. Eh bien, merci beaucoup, merci à toi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.